commencer. Bien, donc, comme on vous l'a indiqué dans la présentation, je vais vous parler à la fois d'hypnose et je vais vous parler aussi d'un parcours personnel, parce que finalement, je ne peux pas séparer l'hypnopraxie dont je vais vous parler de mon parcours de médecin. Et même avant d'être médecin. Je pense que l'hypnopraxie, qui est née d'hypnose, bien sûr, c'est pour ça que j'ai gardé le mot hypno, elle est née de la rencontre avec certaines personnes importantes dans mon parcours de vie, et puis aussi d'une démarche qui m'a toujours intéressé depuis que je suis collégien, c'est la phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est une approche philosophique, mais c'est une approche humaine. Et lorsque j'étais étudiant, je me souviens de mon professeur de philosophie qui me parlait de Merleau-Ponty. Et la phrase de Merleau-Ponty m'est toujours restée, c'est le corps humain est dans l'existence comme le cœur est dans la poitrine. Ça veut dire que le corps fait partie d'un tout existentiel et qu'on ne peut pas le séparer de ce qui l'entoure. Et il va produire des choses à la fois en relation avec les événements vécus et aussi il va projeter sur les événements vécus des aspects sensibles de l'être que nous sommes. Et séparer le corps de l'existence me semblait quelque chose de pas souhaitable. Et la suite de ce parcours, c'est la faculté de médecine de la Salpêtrière à Paris, où j'ai fait mes études. Et ce que j'ai découvert à la Salpêtrière, c'était quelque chose qui me semblait, pour moi jeune homme, quelque chose de tout à fait particulier, c'est l'hystérie. En tant que jeune médecin, mon travail, c'était d'infiltrer les articulations qui étaient rétractées de malades paralysés, qui étaient hystériques, et qui avaient ce qu'on appelle une hystérie de conversion. C'est-à-dire des paralysies, que ce soit des paralysies des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Ils étaient avec des muscles complètement atrophiés, avec des rétractions comme un paraplégique ou comme un hémiplégique, voire avec des troubles de l'équilibre extrêmement importants, des cécités. Et je me suis dit que c'était quand même tout à fait particulier qu'un individu puisse être malade de manière organique avec des troubles qui ne sont pas organiques. Alors je me suis dit, il y a des phénomènes psychophysiques qui sont toujours en jeu dans un individu, pas seulement dans l'hystérie, mais aussi dans toutes sortes de pathologies. Et il y a une dimension de l'être qui nous échappe, qui ne peut pas être trouvée dans le corps, qui ne peut pas être vue dans les cellules, et qui est une dimension extrêmement majeure de l'être humain, mais invisible. Alors, qu'est-ce qui peut être le plus invisible dans un être et qui est majeur dans son existence ? Alors Freud déjà avait fait cette démarche, puisque Freud c'est aussi l'hypnose. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, Freud avait, à travers l'hypnose, pu se rendre compte qu'il y a une dimension qui échappe à l'être humain, qu'on appelle la dimension de l'inconscient. Que ce qui est refoulé dans l'inconscient ressurgit de toutes sortes de manières dans un être et va affecter son existence. Ça peut être dans le langage, ce sont les lapsus, que ce soit des lapsus écrits ou des lapsus parlés. Ce sont des actes manqués, qu'on pourrait appeler réussis aussi, qui sont des manières de se comporter en relation avec des charges non conscientes. Ce sont les rêves et aussi ce sont les symptômes. Et les symptômes qui nous affectent sont aussi le fait
refoulement, d'imprégnation non consciente qui se sont mises dans nos tissus et dans nos cellules à notre insu. Et c'est pour ça qu'on va avoir toutes sortes de maladies qu'on appelle fonctionnelles ou psychosomatiques. Un personnage à cette époque, quand j'étais étudiant, qui m'a aussi marqué, c'est le docteur Paul Tournier. Le docteur Paul Tournier est un médecin genevois qui a écrit un livre que je vous recommande, que j'ai lu comme étudiant, qui s'appelle « La médecine de la personne ». Alors, la médecine de la personne, c'était une vision globale de l'être humain. C'est-à-dire qu'un être humain, ça n'est pas seulement une dissociation du corps et de l'esprit, mais tout ce qui se vit dans le psychisme se vit dans le corps. Tout ce qui se vit dans le corps finit par se répercuter vers l'existence. Et cette approche de Paul Tournier, avec la dimension corporelle, la dimension psychologique, voire la dimension spirituelle de l'être humain, me semblait quelque chose de particulièrement intéressant pour le jeune médecin que j'étais. Et j'ai eu la chance, quand je suis arrivé sur Genève, de pouvoir rencontrer Paul Tournier et de pouvoir échanger avec lui sur sa façon d'aborder la maladie et d'appréhender les patients. Très vite, j'ai cherché des méthodologies qui soient des méthodologies qui servent de support, parce que ma formation d'origine, c'était la gériatrie, la psychogériatrie, et pourquoi pas la psychothérapie. Et cette formation d'origine, la psychogériatrie vous montre très vite à quel point, dans la personne âgée, tout fonctionne ensemble. Le psychisme affecte le physique affecte le psychique. Et le fait de constater les choses est insuffisant. Il faut encore trouver des méthodologies qui nous permettent d'appréhender l'être humain dans sa globalité. Alors j'ai cherché différentes techniques. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose bien sûr, hypnose traditionnelle avec le docteur Philippe Bourgeois qui était médecin psychiatre à Genève. Et puis aussi hypnose ericksonienne avec le docteur Jean Gaudin à Paris. Et cette approche ericksonienne me montrait à quel point le retour sur soi, la capacité d'être en contact avec son intimité permet des réaménagements extrêmement intéressants. Mais ce retour sur soi, il ne peut pas être fait de n'importe quelle manière. Dans l'hypnose traditionnelle, le patient est passif. Il doit subir un peu les suggestions qui sont proposées par l'hypnothérapeute. Alors, soit il peut les accepter, soit il va les intégrer comme faisant partie de son propre psychisme, ou alors il va les refuser et on va avoir donc un certain nombre de résistances avec l'hypnose traditionnelle. Avec l'hypnose ericksonienne, il me semblait qu'il y avait des possibilités supplémentaires. Le patient n'était plus passif, mais il devenait actif. Donc un patient actif, c'est un patient qui, dans son fort intérieur, quand on lui parle, va mettre en route certains mécanismes à caractère thérapeutique, qu'ils soient purement psychologiques ou psychophysiques, avec un impact sur la vie sensible corporelle. Et puis j'ai découvert avec une méthodologie que vous connaissez certainement avec les médecines alternatives, c'est l'aptonomie. Et l'aptonomie, c'est Frans Venneman, médecin hollandais qui a mis en place, on pourrait presque dire, sa méthodologie dans les camps de concentration. Parce que quand plus rien n'existe, quand la personne est au bout de ses possibilités, et même au bout de ses espoirs, la seule chose qui reste, c'est sa vie affective. Et c'est pour ça que je me suis dit, le fondement de l'être humain, c'est son affectivité. L'affectivité, c'est le lieu de l'organisation de notre être. Et l'hypnopraxie ne sera plus passive ni active, mais elle sera affective.
nous allons nous intéresser à ce qui, au fond d'un être, est le moteur de l'organisation de sa pensée et le moteur de l'organisation de son existence. Une des choses qui m'a aussi orienté dans mon travail, c'est la notion de placebo. Erickson disait une chose qui est importante, il dit la thérapie n'est pas le fait du thérapeute, elle est le fait du patient. Ça veut dire que le thérapeute va mettre un cadre, il va organiser à la fois son attitude et son discours, et le patient va, à l'intérieur de lui-même, dans le fait hypnotique, organiser quelque chose qui lui est propre. Et l'effet placebo m'a toujours questionné, parce que, qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? C'est un travail intérieur du patient. Vous donnez une substance inactive à un patient, le thérapeute qui prescrit la substance ignore à qui il donne le bon médicament et à qui il donne le placebo, et on va avoir des effets d'amélioration. Le placebo me semble intéressant par son effet non spécifique, parce que si vous donnez du lactose à quelqu'un, ça peut faire monter les globules rouges, ça peut soigner une infection, ça peut faire dormir ou calmer une douleur. Ça veut dire qu'il y a dans un être humain un pouvoir d'amélioration et de guérison qui est indépendant de toute substance. Alors en tant que médecin, c'est quelque chose qui m'a particulièrement questionné. Ça veut dire qu'il est possible de se guérir sans pour autant avoir quelque chose de chimique qui serait la source de cette guérison. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans ce placebo, c'est le côté nocebo. C'est-à-dire, le côté nocebo, ça veut dire que le placebo peut avoir son effet contraire. La substance inactive va provoquer des effets secondaires, voire un rejet total du produit qui est donné, voire une aggravation de la maladie. C'est ce que nous dit Erickson. La thérapie est faite par les patients. Nous organisons un cadre et à l'intérieur de ce cadre, le patient, eh bien, il va en faire ce qu'il peut, pas ce qu'il veut vraiment, mais ce qu'il en peut. Soit il va s'aggraver, donc résister à la guérison, soit il va aller dans le sens du produit que nous lui donnons, le produit supposé que nous lui donnons, et il va aller mieux. Si la thérapie est le fait du patient et pas le fait du thérapeute, comment organiser une thérapie qui puisse aider ce patient à aller mieux? Alors, il est bien évident que l'hypnose est un outil très précieux. En quoi c'est un outil très précieux? Ça permet au patient de faire retour sur lui-même, faire retour sur soi et faire retour sur sa vie intime. Et dans cette intimité se trouve toute une histoire passée, une histoire présente et des potentialités d'avenir. Donc nous nous adressons non plus seulement à une méthodologie, mais nous allons nous adresser à une manière personnelle d'expérimenter les faits de l'existence. C'est là que la phénoménologie est revenue pour moi. Les phénoménologues, ce sont des philosophes. Ils ne s'intéressent pas qu'à la philosophie, ils s'intéressent aussi à la psychologie, et ils s'intéressent aussi, bien sûr, à l'existence humaine. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie et d'où vient ce terme? C'est tout à fait récent sous ce terme-là, mais c'est très ancien dans la façon d'appréhender l'existence, parce que le bouddhisme est une approche phénoménologique en soi. Et toute l'origine du bouddhisme, qui est l'hindouisme, est une approche phénoménologique. Alors, le fondateur de la phénoménologie moderne, c'est Husserl, H-U-2-S-E-R-L. Il est né en
1859 et il est mort en 1938. Donc il couvre la fin du 19e siècle, un peu comme la psychothérapie qui est née à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène? La notion de phénomène, c'est ce qui apparaît à la conscience. C'est-à-dire, quand quelque chose devient conscient pour moi, c'est une apparition. Ça apparaît, mais ça apparaît pour moi. Ça n'apparaît pas de manière générale chez chacun. Et la phénoménologie nous renvoie à une notion qui est extrêmement importante, qui est la notion de subjectivité. Nous sommes dans une époque, dans la grande époque de l'objectivité. On cherche à rassembler les choses dans de grandes catégories qui sont des catégories intéressantes pour mieux comprendre les choses, mieux comprendre la psychologie, mieux comprendre la médecine. Mais quelque part, toutes ces catégories devenant de plus en plus pointues, nous nous perdons dans les catégories. Et il me semble qu'il faut aussi des approches et des réflexions qui prennent en compte un sens de la synthèse et de la globalité et pas seulement de l'analyse. Les orientaux disent, vous occidentaux, quand vous venez dans un champ de mangue, vous les catégorisez par taille, par processus de maturité. Et nous, on arrive dans le champ, on les prend et on les mange. Alors, le phénoménologue va être un peu quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui va chercher à être utilisateur du phénomène. Alors, la façon dont les choses nous apparaissent nous est toujours très personnelle. Dans une même famille, s'il y a 5 enfants, 2 parents, la même situation est vécue de manière tout à fait unique par chacun des membres de la famille. Et ça veut dire que chacun, dans un même événement, va observer des choses différentes, va accorder de l'importance à des choses différentes et va construire à l'intérieur de sa propre personne un phénomène, un vécu. Et il ne faut pas confondre le vécu et le fait. Nous sommes dans des psychothérapies factuelles explicatives. C'est-à-dire il y a un fait, ce fait nous l'analysons et nous le décortiquons, nous cherchons à l'expliquer. Mais nous ne nous posons pas de questions sur le fait lui-même. En fait, le fait, c'est un vécu, c'est une façon d'appréhender un événement et c'est une façon tout à fait personnelle de rentrer en contact avec quelque chose. Donc, c'est important d'aller vers une thérapie des vécus et pas une thérapie des faits. Alors, pour que vous compreniez cette petite notion de phénomène, je vais vous projeter sur l'écran des lettres et regardez le premier mot qui vous apparaît. Le premier, puis le deuxième, puis le troisième. On peut l'enlever maintenant? Vous l'enlevez? Voilà. Et quelques mots qui vous sont apparus. Harmonie. Comment? Harmonie. Harmonie. Famille. Comment? Famille. Famille. Sauvage. Aventure. Comment? Sagesse. Passion. Danse. Danse. Donc, vous vous rendez compte, et tous ces mots sont dedans. Ça veut dire qu'une même chose est appréhendée par chacun d'une manière qui lui est propre. Alors, si nous appréhendons un même fait de manière tout à fait personnelle, ce qui est important dans la thérapie, c'est de faire une thérapie et une approche de l'expérience qui est faite par la personne, mais pas d'un fait, parce que le fait, c'est l'ensemble des lettres, le vécu, c'est ce que vous saisissez dans cet ensemble. Alors, la notion de praxis, c'est cela. La praxis,
c'est la manière qu'un individu a de faire l'épreuve des choses. C'est comment il s'en saisit. La notion de praxis, c'est se saisir. C'est praxis ie, parce que praxis, en allemand, c'est la pratique. Et je ne voulais pas qu'on confonde pratique de l'hypnose et hypnopraxie. Donc, la praxis, c'est la manière qu'un individu a de s'approprier quelque chose, que ce soit une chose, un être, une situation, ou même le monde, l'univers. Et quelque part, cette manière qui nous est propre de nous approprier les choses, nous voudrions tellement la partager que des fois nous en faisons un concept d'objectivité. Mais ça n'est pas une objectivité, c'est simplement une expérience que individuellement nous faisons. Et quand nous fermons nos yeux, que nous faisons une séance d'hypnose, nous ne retournons pas à des faits, nous retournons à des vécus qui nous sont tout à fait propres et tout à fait individuels. Et du fait que nous éprouvons les choses de cette manière-là, ça va engendrer aussi certains comportements. Parce que si ce n'était qu'une réceptivité, eh bien, ça serait une dimension de la praxis. Mais l'autre dimension de la praxis, c'est que du fait que nous ressentons ça, nous allons nous comporter d'une certaine manière. Et très souvent, il n'y a pas de parallélisme direct entre le fait et l'éprouvé. Alors, je vous donne un exemple. Le paranoïaque qui est très insécure voit des menaces partout, mais il n'y a pas de menaces. Il voit des menaces parce qu'il est insécure. Ça veut dire que sa propre insécurité oriente son attention, oriente sa vision, oriente son rapport au monde. Si nous ne nous sentons pas aimés, ça ne veut pas dire qu'on ne nous aime pas. Ça veut dire que dans notre rapport au monde, nous ne nous sentons pas aimés. Et que dans ce qui nous entoure, nous allons viser ce qui confirme qu'on n'est pas aimé. Et quand il y a des moments où on nous aime, peut-être nous n'allons pas le voir. Ça veut dire que la praxis, l'éprouvé, le noyau élaborateur de la personnalité humaine, va, en plus d'être un éprouvé, avoir tendance à organiser notre rapport au monde. Donc l'hypnopraxie va être une thérapie de la vie intime, affective et éprouvée. Le premier phénoménologue à avoir abordé cette dimension s'appelle Michel Henry, avec un Y. Michel Henry, Michel Henry était professeur de faculté de phénoménologie. Et dans son approche, dans une conférence à Montréal, il dit une chose qui est essentielle. Il dit: nous avons confondu la biologie et la vie. La biologie, ce sont des mécanismes. La vie, c'est des choses qui sont éprouvées. Et les mécanismes ne fonctionnent pas de la même façon selon ce qu'on éprouve. Une cellule heureuse ne fonctionne pas comme une cellule malheureuse. Des intestins paisibles ne fonctionnent pas comme des intestins inquiets. Même un cerveau angoissé ne va pas fonctionner comme un cerveau qui est tranquille. Donc, dissocier le corps de ce qui est éprouvé, c'est faire de la biologie coupée de ses mécanismes d'animation. Et le mécanisme d'animation de l'être, c'est son sentiment, c'est sa sensibilité. La sensibilité, l'affectivité, c'est le fondement des êtres humains. Et l'organisation biologique est influencée par ce qui est éprouvé.
les tissus, les cellules, les organes éprouvent, ressentent et mémorisent. C'est ce qu'on appellera la mémoire autistique. La mémoire autistique, c'est la mémoire de tout ce qui a été ressenti depuis une origine très profonde de notre existence, probablement dans le ventre de notre mère, et aussi peut-être depuis notre conception, même peut-être plus loin. Y a-t-il une mémoire phylogénétique? Parce que quelque part, l'être humain, vous voyez, il refait tous les stades de la vie. Nous commençons à être une seule cellule, puis nous sommes un groupe de cellules, puis nous devenons un être aquatique. À la naissance, nous sortons de l'eau pour devenir comme le batracien qui sort de l'eau, un amphibien. Puis nous nous mettons à quatre pattes, comme les mammifères, nous nous redressons comme les singes et nous parlons comme les êtres humains. Et donc, peut-être, plutôt que de ne voir l'inconscient comme un inconscient personnel, faut-il envisager un inconscient qui est un inconscient transpersonnel, à la manière de Jung. Jung, le fameux iceberg de Jung, le conscient, c'est ce qu'il y a à la surface de l'eau. Ce qui est sous l'eau, c'est l'inconscient, mais on a un inconscient personnel, familial, un inconscient culturel qui appartient au groupe humain, et un inconscient collectif qui appartient à l'humanité, et puis un inconscient biologique qui appartient à l'histoire de la vie. Donc probablement qu'il y a mémorisé dans un être humain beaucoup plus que simplement notre petite histoire personnelle, et que nous portons en nous, dans notre éprouvé, dans notre mémoire autistique, un monde qui est immense et qui n'est pas aussi facile que ça à aborder par la prise de conscience. Et c'est pour ça qu'avec l'hypnopraxie, on ne va pas être seulement dans une approche d'un inconscient psychologique, mais on va être avec un inconscient affectif. Un inconscient affectif avec une mémoire autistique qui est au-delà de l'histoire personnelle, qui est une mémoire de tout ce qui a pu se vivre et qui est déposé quelque part en nous. Donc on va être avec un inconscient charnel, un inconscient tissulaire, un inconscient biologique, un inconscient affectif, un inconscient sensible. Et donc, c'est en cela qu'on ne va pas être seulement en hypnopraxie avec des états modifiés de conscience, mais on va travailler sur ce qu'on appellera des EMA, pas des EMC, des états modifiés d'affect. C'est l'affect qui doit bouger par-delà toute conscience. Parce que le véritable pouvoir, il se trouve dans la dimension affective, alors que dans la conscience se trouve peut-être le vouloir. Mais vous savez, comme la formule qui dit « quand on veut, on peut », des fois, quand on veut, on ne peut pas. Et puis, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être quand on peut qu'on veut. Parce que moi, j'ai une de mes patientes qui, dans sa vie affective, ne fait que rencontrer des hommes pleins de problèmes, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui ont des dépendances, des gens qui sont dans des situations de couple, d'instance de divorce, etc. Elle me dit, moi, ce que je voudrais, c'est rencontrer quelqu'un qui veuille fonder une famille et qui veuille s'engager avec moi, et puis qui ait une activité professionnelle satisfaisante. Et puis, quelque temps après, elle me dit, ben, il y a bien un de mes directeurs qui s'intéresse à moi, il m'a invité pour un dîner. Et je la revois après ce dîner, et je dis alors, comment s'est passée cette soirée? Elle me dit, il est très bien, vous savez, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça veut dire que ce qui mène notre vie n'est pas notre vouloir, et nous nous leurrons.
nous voulons tout résoudre dans le champ de conscience, et c'est pour ça que dans certaines thérapies, on a tout compris et on n'a rien changé. Parce que ce qui est à changer, ce n'est pas notre compréhension, c'est nos capacités affectives. Et les capacités affectives, elles ne se changent pas comme ça. C'est pas aussi simple que cela. Il va falloir que quelque chose en nous bouge. Et parfois, nous avons l'illusion que nous allons pouvoir changer des sentiments par des idées. Eh bien non. Et c'est pour ça qu'on comprend les choses et qu'on ne peut pas les changer. Et donc, ce qui va permettre de changer, ça ne sera pas de comprendre, ça sera d'éprouver. Il va falloir éprouver en soi les événements de la vie, et pas seulement y penser et les analyser. Il faut ressentir ce que ça nous fait d'avoir vécu ceci ou cela. Il faut ressentir aussi les possibilités évolutives à travers le temps de ces sentiments qui nous habitent. Et si l'on veut que la vie change autour de nous, elle doit changer d'abord à l'intérieur de nous. Parce que ce qui se trouve à l'intérieur de nous tend à éclairer ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Et cette dimension qui doit changer, c'est la dimension sensible. C'est comment on ressent les choses dans son intimité. Et c'est pour ça que depuis tous les temps, les êtres humains se sont tournés vers leur intériorité. Que ce soit dans le recueillement, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la prière, ou que ce soit dans l'hypnose, l'individu retourne à lui-même pour prendre conscience des fonctionnements de son être. Comment est-ce que je fonctionne dans mon intimité? Comment je m'approprie les autres? Qu'est-ce que je fais des autres en moi? De mon père, de ma mère, de mes enfants, de mon conjoint, de mes amis, de mes collègues. Et c'est cette manière de s'approprier les choses qu'on vient de voir sur cet écran. Vous voyez, comme chacun s'approprie cet écran et ses lettres à sa façon. Et qu'est-ce qui fait que, pour moi, c'est sauvage, pour moi, c'est amour, pour moi, c'est sagesse? Ben, simplement parce que dans cet ensemble de présent, je m'approprie les choses avec un sentiment. Et que le sentiment, il me parle, il devient des mots, il devient des pensées et il devient des idées. Le sentiment comme base de la pensée et du langage, comme base d'organisation de la pensée et du langage. Eh bien, vous voyez, ce parcours de l'hypnopraxie, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. À force d'entendre les histoires des patients, je me suis rendu compte que la source de toute existence et de tout rapport aux autres est dans le sentiment. Et que j'ai voulu organiser une approche thérapeutique qui serait une approche thérapeutique de l'affect. Et pour ceux qui s'intéressent à ces approches phénoménologiques, nous aurons une journée à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée à Genève le 6 janvier qui sera sur l'approche phénoménologique. Donc c'est à l'amphithéâtre Ajouriaguera à Genève. L'amphithéâtre Ajouriaguera est à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée. Et nous aurons une professeure de faculté qui sera présente pour nous parler de la phénoménologie. Il y aura une conférence aussi sur la psychiatrie et la phénoménologie. Donc, l'approche phénoménologique n'est pas seulement une approche phénoménologique de la conscience, mais peut-être une approche phénoménologique de l'affectivité. Et le premier à avoir appréhendé l'affectivité comme essence des choses, c'est donc Michel Henry,
avec son magnifique travail de doctorat en philosophie sur 10 ans, 10 années de doctorat, pour mettre en titre de sa thèse l'essence de la manifestation, l'essence de toute manifestation vivante, et la conclusion, c'est l'affectivité. L'affectivité comme la source de toute chose. Alors, pour conclure ce que je vous ai dit sur l'hypnopraxie, bien sûr, c'est une approche thérapeutique, bien sûr, elle est élaborée, elle demande quand même un travail personnel, parce que la phénoménologie n'est pas quelque chose qui se travaille vite fait, c'est quelque chose qui demande un petit peu du temps. Et si vous vous intéressez à ces formations, vous pouvez aller sur notre site qui s'appelle hypnose-suisse-formation.ch. Vous pouvez aussi, si vous le demandez, à partir de ce site, de temps en temps venir assister à une journée de formation pour voir exactement de quoi il s'agit. Et pour conclure cette petite introduction à l'hypnopraxie, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un sage japonais. C'est un maître zen qui habite dans la montagne, et ce maître zen qui habite dans la montagne reçoit la visite du roi qui veut lui offrir un présent, et comme c'est une époque ancienne, il lui offre une paire de ciseaux en or parce que c'est le roi. Et le sage le remercie beaucoup, lui dit « Mais tu sais, je préférerais une aiguille en or. » Alors le roi s'exécute, revient quelque temps après avec son aiguille en or, en sachant que le sage ne perd pas une occasion de pouvoir transmettre une réflexion, une certaine sagesse à ses interlocuteurs. Et il lui dit « Mais pourquoi as-tu voulu cette aiguille en or plutôt que ces ciseaux ?» Il dit « Les ciseaux, c'est comme ton intellect. Ça coupe, ça sépare, ça divise. L'aiguille, c'est comme le sentiment humain, ça unit. Et donc, chaque fois que nous utilisons notre intellect, nous sommes dans l'opinion et nous nous séparons des autres par l'idée que nous avons des choses qui nous est propre. Chaque fois que nous ouvrons la dimension du sentiment, nous nous rapprochons des autres et nous pouvons nous unir davantage aux autres. D'où l'intérêt peut-être dans le travail thérapeutique, dans l'hypnopraxie, ce travail sur l'affect nous aide à nous unir davantage, que ce soit aux êtres humains qui nous entourent, mais au monde en général, alors que l'intellect peut-être nous en sépare. Et l'hypnopraxie sera aussi ce qu'on appellera une thérapie d'intégration et pas une thérapie de dissociation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.